Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 19 de 2026. 19 qui s'étale du 4 au 10 mai. On va parler des différentes œuvres que j'ai découvertes cette semaine-là. Pour l'instant, j'en ai découvert que deux vu que j'enregistre pendant la semaine en elle-même. On reprend enfin un rythme à peu près correct de travail. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Je suis rentré de mes vacances à Lyon, donc j'ai repris le contrôle de mon appart. Je me suis, remis à jour sur le podcast avec les 3 épisodes en retard. Là, actuellement, il reste que l'épisode de la semaine 18, donc qui sort là dans, 4 jours, sur lequel je n'ai pas avancé, mais techniquement, il n'est pas en retard. Heu J'ai regrimpé un peu dans ma ville et ça c'est cool, ça s'est bien passé. Et puis j'ai réussi, des blocs que j'avais pas réussi avant mon voyage à Lyon et donc ça c'est plutôt bon signe. C'est que j'ai appris, des choses et je me suis amélioré, même si j'ai, perdu, en qualité de peau, ça c'est sûr. Va falloir que je me pose un moment, que je fasse sauter une séance, ce que je n'ai pas fait finalement parce que je me suis, addict au possible et quelqu'un a dit, «Hey toi là qui es addict, nous on va grimper, en groupe, dimanche, ça te dit de venir nous voir et de rien faire?» Bon, c'est pas quelque chose que tu peux dire, de manière, innocente à quelqu'un qui est addict et voilà, hein. Et pour la semaine actuelle, qu'est-ce qui est prévu? Pas grand-chose, hein, les séances de sport classiques, des lives, et oui, parce que j'ai fait un live hier et ça fait plaisir d'être de retour. Ça se voit là, au compteur de follow qui a augmenté de 2 normalement et bah, ça a pas bougé, les lueurs récentes. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, Streamlab ne fait pas le lien avec les événements récents qu'il y a eu, mais StreamElement non plus. Alors que Twitch Tracker et mon Twitch de base, oui. Je suis actuellement, perdu. D'ailleurs, il y a un sujet, j'ai pas regardé, faudrait que je regarde. Bref, voilà. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet, épisode. Et justement, si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker ou à mettre des étoiles. Vous savez très bien comment ça marche pour me soutenir. Merci beaucoup. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu le volume 16 de Spy X Family. C'est un manga qui est plutôt mignon avec le rythme qu'il a sur Manga Plus. Donc un chapitre tous les quelques semaines. Vu que c'est toujours un moment léger et agréable. Mais en volume relié, c'est pas des plus passionnants. On a un moment léger et agréable, un moment léger et agréable qui n'a rien à voir, un moment léger et agréable qui n'a rien à voir, un moment léger et agréable qui n'a rien à voir. Et à la longue, ça fait juste un volume un peu lourdingue et trop chargé. Mignon hein, dans l'ensemble, mais assez oubliable. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les slice of life de ce genre-là, ça marche mieux en picorant plutôt que par volume relié comme ça. Parce qu'on a 2 sujets, un peu plus longs que les autres. Il y en a un autour de Melinda, la femme du président, qui est plutôt intéressant même si du coup, con et loufoque. Donc c'est un peu tout à la fois, ça marche bien. Elle a peur de son mari, ça tout le monde la comprend parce qu'il est, terrifiant. Elle a peur parce qu'il a changé et qu'avant il était gentil. Hop, un mystère. Mais du coup, elle pense que c'est un alien. Hop, loufoque et complètement con. Mais en même temps, vu ce qu'il y a dans cet univers, on sait pas. Et donc ça marche bien, ce mélange de plein de sentiments qu'on partage avec Melinda avant d'être choqué par sa théorie finale. On a un sujet long autour de Yor également. On découvre son groupe de tueurs, où ils sont 4 et leur chef. On découvre qu'ils ont des missions différentes qui sont pas que des assassinats. Genre, ils doivent protéger un animal un peu légendaire. Ok. Et c'est surtout pour mettre en avant la dissension qu'il y a parmi les 4 membres de l'équipe. Il y en a un, par exemple, il va
tout au bout, le plus loin possible de la solitude et tire sa force de là. Et donc, il est dégoûté que son idole, Yor, qui était une tueuse froide et sanguinaire, ait des sentiments et une relation face d'épreuves d'amour et roucoule. Parce que, ben, c'est pas de là que censé venir la force. On lui donne tort, il continue de s'enfoncer dedans parce que c'est le déni, et ça marche bien. Et en même temps, ça pose des questions ailleurs sur sa relation. Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Est-ce qu'il faut la pousser plus loin? Est-ce qu'il faut l'arrêter? C'est intéressant. Les choses bougent tout en présentant de nouvelles choses. C'est ce qui marche le mieux. Par contre, pour le reste, c'est mignon, mais sans plus. On a un chapitre sur la rentrée de Anya, dans une nouvelle classe, parce que c'est par niveau. Elle découvre deux nouveaux garçons qui ont des rôles très différents. Donc, prince d'un pays voisin qui a beaucoup d'a priori sur les habitants de ce pays-là, et un mec normal. Et elle arrive à se mettre les deux dans la poche très facilement, grâce à un quiproquo à la con et à son pouvoir. Ok. Est-ce que ça va servir à quelque chose un jour? Là, j'en suis assez peu convaincu. Ça sert directement pour lancer un chapitre centré sur la jalousie, par rapport à Damien qui est jaloux de ses deux garçons. Donc ça crée de la jalousie pour ses deux potes qui se questionnent sur qu'est-ce qui lui arrive. Puis ça crée de la jalousie sur un prof qui se questionne sur pourquoi ils sont pas venus le voir lui. C'est rigolo ce cycle de jalousie. Et les méthodes qu'il trouve pour soigner ça. Mais bah à la fin, il crée un bras en carton, Anya elle trouve ça cool et je pense que c'est la fin de l'intrigue. Donc tout n'est pas tout le temps obligé de mener à quelque chose, mais là, ça mène particulièrement à rien en deux chapitres. C'est mignon sur les personnages, il y aurait pas eu ça, il y aurait pas eu de gros changements, malheureusement. Et il reste un chapitre sur Yuri, qu'il passe en tête-à-tête avec sa sœur, ce qui est cool à voir. Il accepte un peu plus que sa sœur le lâche, parce que le problème c'est que lui soit tout seul, mais bon bah il a des collègues, donc ça va. Et ben, là encore, ça retourne au point de départ. C'est pour ça, les seuls éléments qui font une piste, c'est autour de Melinda et de Yor à la fin, même s'il y a des chances que ça soit vite coupé, on verra bien, mais pour l'instant c'est les seuls trucs qu'on a donc je prends. Mais le reste, bah c'est des cycles courts. Ils sont agréables à lire, c'est cool pour les personnages, mais tu pourrais les retirer, ça changerait rien. Et au bout de 16 volumes, peut-être qu'on pourrait passer à autre chose ou avancer un peu. Non, mais ça serait que du slice of life pur avec rien d'autre, ça passerait. Mais comme là, il y a des fils rouges, il y a une vraie intrigue et tout, c'est chiant qu'on n'avance pas comme ça. Donc un B, vu qu'on est mitigé, on a 2-2 niveau intrigue qui va servir ou pas. Ensuite, j'ai lu le volume 6 de Steel Ball Run. On assiste en début de volume à la fin de la deuxième étape de la course sur 9. Mais déjà, tous les personnages s'en branlent au max. Et donc, ben, comment tu veux qu'on ait quelque chose à foutre de la course si tous les personnages n'en ont plus rien à foutre dès l'étape 2 sur 9 et dès le volume 6 sur 24, je crois? Ça me paraît étrange comme construction. Parce que ils arrivent, ça se passe pas une seconde, ils partent pour l'étape 3 direct, et le gros sujet de la ligne d'arrivée, c'est comprendre ce que le texte sur le bras de Johnny veut dire, qui est un indice de lieu en fait. Et c'est tout. Jairo est triste de pas être arrivé premier une seconde, et hop, c'est oublié. Et je trouve la construction bizarre, d'autant plus que mon volume préféré pour l'instant parmi les 6, c'est le deuxième, qui est concentré à 100% sur la course et sur la fin de l'étape 1. Et c'est dommage de relayer les particularités les plus importantes et réussies de la partie au second plan. Oui, ça aurait peut-être été dur de se renouveler, d'être intéressant en étape de course sur 9 étapes. Mais bon, foutre ça à la poubelle dès la deuxième, c'est un peu rapide. Mais en même temps, ben, ça nous tease les vrais fils rouges. On a un indice de lieu pour le deuxième morceau de corps. Corps qui est en 9 morceaux,
Il y en a un dans le président, Lucie, donc l'assistante, dira-t-on, du créateur de la course, a vu, ces secrets-là. C'est du teasing, ça peut être intéressant, on a plein de trucs cool avec ça et plein de mystères. Mais direct, on part sur quelque chose de bizarre et c'est construit très bizarrement le volume, c'est pour ça. Vraiment, fin étape 2, hop, la course c'est Osef. Teasing pour les gros fils rouges, et bam, un truc dans la gueule seconde 1. Parce qu'on retrouve Dio à terre, donc très directement. Alors que c'est quand même un sacré cavalier de génie. Et là, hop, il est à terre de manière mystérieuse. Mhm. Et justement, on met très longtemps à nous teaser ce qui se passe. D'abord, il est blessé à terre, puis il est en pleine forme, il a un comportement extatique. Il fait des trucs bizarres dans la nuit qui passent ensemble parce qu'ils peuvent pas aller plus loin. Il leur fait peur dans la nuit parce qu'ils dorment ensemble parce qu'ils peuvent pas aller plus loin. Ça dure à leur moment, j'aime bien cette partie. Ça marche un peu moins fort parce que je sais ce qui se passe, parce que j'avais déjà lu la partie. Mais c'est un mystère et une construction qui marche bien pour le coup. Bravo. Et en fait, il se transforme en dinosaure. Il est intouchable parce qu'il a une vision de fou. Sauf si c'est des attaques tellement lentes qu'il considère pas ça comme des attaques. C'est une finalité intéressante à la baston, mais bon, c'est pas très bien mené, c'est pas très clair. Il passe surtout beaucoup de temps à fuir vers le morceau de cadavre, à lutter contre la transformation parce qu'ils se sont fait toucher, parce que tout ce qui touche se transforme en dinosaure. Et voilà. Et c'est dommage que une bataille qui s'ouvrait aussi bien, avec un mystère bien construit et bien mené, ça mène à une fuite parce qu'ils n'arrivent pas à faire grand chose. Et à un sauvetage miraculeux par un morceau de cadavre qui n'est pas récupéré par une personne d'ailleurs, donc c'est pas terminé. Hmm. Par contre, autre point positif de ce volume-là, c'est le flashback sur Dio. Il marche trop bien. Il a une vie de merde, une grosse envie de vivre, ça on le connaît, c'est le personnage, quoi qu'il arrive. Euh, une famille qui tient, enfin, une mère qui tient fort à lui, et tout le reste qui est des merdes. Un père qui veut l'abandonner, un sauveur qui les fait payer pour ne pas pouvoir profiter de la mer, qui les traite déjà très mal de base, qui va causer la perte de la mer, et donc bah il se construit très fort, très seul, et avec une envie de vengeance gigantesque, en espérant qu'on ne perde pas ça avec son pouvoir de dinosaure. Mais donc ouais, c'est un volume compliqué à juger. Le flashback est super, les mystères sous transformation c'est super, le teasing pour la suite c'est super, mais le combat est affreux, et ça fait chier que le côté course se dégageait comme ça, d'autant plus quand les combats bah, sont affreux en compensation. Pour ça, je suis mitigé au quart de cette course. B. Ensuite, j'ai lu mon premier Marvel Must-Have du mois de mai. Un nouveau volume sur Daredevil, sous-titré End of Days. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai un gros kink sur les comics Daredevil, faut croire. Ça fait quand même, on va dire que la grande majorité des Marvel Must-Have que j'ai vraiment kiffé sont des comics Daredevil. Alors, ça pourrait être juste une loi des grands nombres en mode on en a eu beaucoup donc ça colle comme ça. Mais non, la grande majorité des comics Daredevil de cette édition sont excellents. Je sais pas comment ça peut être le cas à chaque fois, mais c'est toujours super humain et une reconstruction quasi complète du personnage. D'autant plus qu'il apparaît très peu dans cette histoire. On a un Daredevil qui a été fatigué, usé, qui est allé jusqu'à tuer le caïd en pleine rue devant du monde, et qui, au début du bouquin, se fait tuer à son tour et lance un mot mystère à la dernière seconde que personne ne comprend. Et donc on passe tout le volume
à suivre Ben Urich, qui est un journaliste qui connaissait Daredevil apparemment, qui a une vie un peu foirée, hein, la presse écrite ça a plus de succès, J. Jonah Jameson le traite comme une grosse merde, son fils est fan de super-héros et de violence, il n'a pas compris pourquoi il a été évincé par Daredevil et quel est ses derniers mystères. Donc, il se reconstruit en analysant la fin de vie de Daredevil, à partir du moment où il est moins médiatique, en remontant la piste de ses différents alliés et ses différents ennemis. Et donc on découvre leur évolution depuis le temps, leurs griefs qu'ils peuvent garder contre Daredevil, leur sentiment de victoire, et parce qu'il a échoué en tant qu'héros, et parce qu'il est mort. Euh, le fait qu'ils se sont retirés parce qu'ils l'ont vu dans un sale état, et ça fait une boucle rigolote vu que c'est lui qui les avait motivés à devenir des super-héros. Leur colère, leur peur, tous leurs sentiments qui les empêchent de parler, de donner des informations. En même temps, ils ne les ont pas de base, ces infos. Juste, bah, ils sont contents de les prendre. Ils s'en servent pour s'échapper, pour redémarrer, pour évoluer. Mais en même temps, on en voit petit à petit prendre un peu cher dans cette enquête. Littéralement, un polar, tu vois. T'as un mot mystérieux qui lance une enquête, et les témoins à qui tu vas demander, bah, t'en perds petit à petit. Ça marche très bien. Alors, c'est gris et super terne, hein, vu que tu suis une enquête sur un mec mort, un enterrement, des discussions avec tous ceux qui est laissé derrière, amis comme ennemis. Mais en même temps, ben, c'est hyper coloré de plein de teintes de gris sur les résultats que peuvent donner une vie de super-héros et une mort de super-héros, ainsi que les échecs ou les victoires qu'il peut laisser derrière. C'est une super histoire policière. Alors c'est pas ça qui me plaît le plus. Et j'ai quasiment plus apprécié cette enquête, ce calme, cette découverte des anciens personnages, de leur évolution, et cette réparation de Ben Urich, que les résultats de l'enquête que je vais spoiler maintenant. Je vous conseille de lire la comics, il est trop bien. C'est en fait le fils de Ben Urich qui a été entraîné par Daredevil pour le remplacer. Et bah ça, on le découvre sur la fin. Dans ses premières actions, il le fait de manière violente, inconditionnée et stupide. Donc, il perd son père pendant son enquête. Et bah, c'est compliqué hein, de se construire en tant que nouveau héros quand tu en remplaces un autre, que tu perds ton père très très vite. Voilà. Il n'est pas aidé par un Nick Fury qui dévoile enfin les mystères qu'il avait maintenant, alors qu'il avait les réponses depuis un moment. Mais il est prêt à partir sur de bonnes rails, vu qu'il découvre son stick. Donc c'est le nom de l'entraîneur du Daredevil de base. Il lui avait dit que son stick allait le trouver pour l'entraîner et le mettre sur le droit chemin. C'est ce qui arrive. Hop, la boucle est bouclée. On est prêt à avoir un Daredevil qui doit faire mieux, qui a appris dans le dur. Et ça fait une belle boucle et c'est super intéressant. Franchement, j'ai kiffé de bout en bout. Alors qu'il n'y a au final bah, que peu de combats, mais ça c'est plutôt bien pour moi. Et que c'est surtout une intrigue policière et pas un truc de super-héros. Et j'aime beaucoup. Il y en a eu d'autres que ça qui sont un peu sur des journalistes ou des policiers qui enquêtent plus sur les résultats des super-héros que sur les super-héros en eux-mêmes. Et ça fait plusieurs fois que c'est super intéressant. Mais de toute façon, Daredevil m'a eu plusieurs fois. Ça me donnerait presque envie de regarder sa série, si c'était pas dans le vilain MCU. Bref, évidemment, un S, pas de suspense. Ensuite, j'ai lu le volume 7 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 7, Steel Ball Run. Et on est un petit peu mieux. Là, c'est mieux construit et ça corrige pas mal des défauts que j'ai soulevés avec le volume précédent. Finalement, je chouine pour rien, hein. Hirohiko Araki, c'est ce qu'il fait, hein. Ça fait plaisir d'avoir un volume un peu plus construit. On découvre que c'est un autre concurrent qui a le pouvoir de créer les dinosaures, et ça explique pourquoi Dio est tombé d'un coup de manière mystérieuse. Le combat est plutôt correct cette fois-ci,
avec Johnny qui d'abord se débrouille tout seul et s'en sort très bien parce que c'est un petit malin. Il est prêt à risquer la transformation pour gagner en mobilité et en déplacement. Ça marche bien. Et grâce à ça, Jero peut récupérer un des deux yeux, gagner une vision exceptionnelle et donc un sacré power-up. Parce qu'avoir une vision supplémentaire, c'est pratique quand tu lances des boules en fer rotative au loin. Pouvoir voir tes ennemis plus précisément, avec un rythme plus pratique et plus en profondeur, ça marche bien. Mais ce combat permet également à Dio de récupérer un œil et un power-up. Donc ça lance les trois personnages sur la piste du troisième morceau, enfin du coup quatrième si on compte le cœur dans Valentine, et ça crée une rivalité supplémentaire entre Dio et notre duo, en plus de la course, évidemment. Et en plus de ça, ça nous fait avancer le mystère autour de l'identité de ce cadavre en nous ajoutant une période historique à celui-ci en plus. Donc, très belle avancée pour le fil rouge, pas de soucis, ça marche bien. Et ensuite, on a un chapitre entier centré sur la course. Je me plaignais au volume précédent que l'étape 2 ait été dégagée. Là, pour l'arrivée de l'étape 3, ils ont fait un vrai truc. On a une grosse équipe au coude à coude, je crois ils sont genre 8. Et il reste à un lac à contourner pour arriver sur la ligne. Et donc on suit trois chemins différents, à gauche, à droite et dans le lac. Johnny fait un gros coup de morale à Jero, en mode ouais, bah si t'as perdu avant, c'est juste que t'as pas l'envie de vaincre. T'es un héritier, euh, Dio est un récupérateur, c'est pas la même envie, c'est normal qu'il ait l'avantage. Donc ça motive Jero à faire des trucs de fou pour gagner son duel. Et finalement, bah, le duel permet à Johnny de gagner. Parce que c'est lui qui a la plus grosse envie de victoire. C'est subtilement construit, ça marche bien. C'est aussi pour faire évoluer Jero, qui pour l'instant était bah, le maître à penser. Il a quand même des trucs à apprendre sur l'identité de base, donc ça c'est compliqué à apprendre. Mais ça marche bien. Franchement, c'est pour ça que ça m'emmerdait de perdre le côté course sur le volume précédent sur l'étape 2. Ça marche super bien. Les personnages ont des choses à apprendre l'un de l'autre, et ça évolue bien. L'évolution de Johnny est arrivée un peu vite, hein. Il est passé vite d'un sac à merde à quelqu'un de sérieux et de trop fort, mais ça marche plutôt pas mal. Voilà. Et ensuite, on avance d'une dizaine de jours, je crois, dans l'étape 4. On découvre Hot Paints, qui est la personne qui avait remporté l'étape précédente. On découvre son pouvoir sur la chair. On découvre sa justice, qui est très expéditive et punitive quand on l'emmerde, mais qui du coup est normale si on prouve que c'est pas nous. Ça ressemble un peu à la rencontre avec Mountain Team, du coup, mais c'est rapide aussi, en mode «Ah, vous êtes les coupables, je vais vous avoir!» C'est pas nous, ok. Sauf que là, bah, c'est pas des gens qui l'ont montré contre eux, c'était un vrai quiproquo, et il y a une vraie explication avec des preuves, donc là ça marche mieux. Et on utilise le mystère du prochain combat avec une forêt qu'on ne peut pas quitter, dans laquelle on tourne en rond, et un habitant dans cette forêt qui demande des duels au pistolet et qui a l'air plutôt balèze. Voilà. Donc franchement, belle avancée de fil rouge, combat qui marche bien, de la course, de l'évolution de personnage, du teasing pour la suite qui est ok. Bon volume, hein. Rien à dire pour le coup, ça corrige les erreurs du précédent, je prends. Ah, ensuite j'ai lu mon deuxième Marvel Must Have du mois de mai, avec Uncanny Avengers, sous-titré L'ombre rouge, et c'était plutôt moyen moins, dira-t-on. L'adversaire en face n'est autre que Crâne Rouge, qu'on a déjà vu et revu. Celui-ci évolue dans sa haine des autres, c'est-à-dire qu'il récupère le cerveau de Charles Xavier. C'est intéressant de voir un pouvoir aussi immense sur les autres être entre de mauvaises mains. D'autant plus quand il est accompagné par une équipe
étrangement, pratique, dira-t-on. Donc, quelqu'un qui peut contrôler mentalement, en plus de ses paroles à lui, de Charles Xavier. Quelqu'un qui peut bloquer des pouvoirs mutants, quelqu'un qui peut imiter des pouvoirs, ce qui est plutôt très efficace pour affronter l'équipe qu'il a en face. Et pour limiter les Avengers, et pour limiter les X-Men, pour les forcer à s'assembler. Et tout ça dans le but de créer une peur et une haine des mutants en libérant les pouvoirs latents, en leur faisant faire des conneries et en augmentant artificiellement les légères peurs ou colères qu'il peut déjà y avoir de base. Donc ça crée de grosses difficultés pour les civils, ce qui est intéressant à apprendre. Le souci, ça vient des personnages en face, des péripéties et de la conclusion, qui sont tous assez lisses, rapides, légers et oubliables. En effet, on a Captain en face qui laisse les rênes à Havok, qui est le frère de Cyclope, pour mener une équipe contenant et les Avengers et les X-Men. Et bon, bah, c'est pas passionnant. Wolverine n'a rien à raconter. Havok, ça raconte la pression de devenir chef d'une équipe comme ça, quand t'as pas vraiment les épaules et que les 2 équipes sont des légendes et pas forcément compatibles de base. Malicia est surtout là pour être en colère contre la sorcière rouge parce que ce soit pas si simple pour elle. Thor, il apporte rien et en plus de ça, il se fait contrôler mentalement et devient juste un obstacle de plus, pas très intéressant. Cap passe le relais, mais toutes les questions morales sont pour lui, dans le fait de montrer une équipe unie pour atténuer la peur et la haine des mutants, en montrant que même les équipes de héros les plus grandes les acceptent, en montrant de bonnes actions de leur part pour montrer qu'ils sont pas un danger. Et la sorcière rouge, qui a un cas très mixte parce que c'est une mutante, elle est très liée à Charles Xavier et à sa disparition, elle est très liée au problème actuel des mutants, elle est liée aux Avengers quand même, et bah, malgré tout ça, elle raconte pas grand-chose. Et c'est dommage. Quand t'as une thématique aussi forte sur la haine et son contrôle, que l'équipe en face soit aussi limitée dans ce qu'elle raconte, ce qu'elle apprend ou ce qu'elle apporte, ben, c'est dommage. Et ouais, je pense que ma lecture et mon avis étaient plutôt moyens, mais pour la déception face à un tel potentiel, avec, voilà, une équipe qui va pas assez loin dans ses questions sur la vision du monde, sur les mutants, sur la coopération, et une conclusion trop simple, face à une équipe qui est genre taillée pile sur mesure pour être affreuse à affronter, ben c'est décevant. D'autant plus en passant après Daredevil. Et le prochain c'est Deadpool, avec un truc humoristique où il tue tout l'univers Marvel. Je suis pas rassuré. C'est... Ensuite, j'ai lu le volume 8 de JoJo's Bizarre Adventure Speedball Run, la partie 7. Notre trio actuel, donc Jero, Johnny et Hot Pants, continue de tourner en rond dans cette forêt, malgré les différents plans qu'ils peuvent mettre en place, d'écrire les virages qu'ils prennent sur les arbres, de suivre la boussole, de se poser pour lire le plan. Ils passent leur temps à revenir en arrière et à être attirés vers la cabane qu'on a découvert au volume précédent. Donc, il se lance dans l'attaque de cette cabane, mais ayant vu le danger que représente son habitant, il préfère passer par une attaque mystère de Hot Pants. Celle-ci tous, waouh, touche sa cible, mais est ensuite annulée et enchaîne sur l'échec de Hot Pants. Johnny se lance là-dedans, touche sa cible, c'est annulé et défaite de Johnny. Et Jero est laissé de côté de base par le duelliste adverse,
parce que, celui-ci est un suiveur et ça ne l'intéresse pas. Il veut des duels en bonne et due forme pour jouer sa vie, être limite celui qui tire après, histoire, bah, d'être en danger, de donner le duel au maximum. C'est ce qu'il appelle un monde d'hommes. Bon, dans lequel il a laissé entrer une femme sans souci, mais c'est avec un grand H, les humains quoi, qui se donnent à fond. Et Jalo, malgré ses capacités, ben, c'est pas vraiment ce qu'il fait effectivement, il suit. Et ouais, bah, c'est ce que Johnny lui a dit plus tôt, ça marche bien, on est toujours sur l'évolution de Jalo, on prend. Mon problème vient du pouvoir de l'adversaire. Celui-ci peut remonter dans le temps de 6 secondes pour tout le monde et personne ne s'en souvient. Ok. Déjà, c'est bon, on a fait le tour des pouvoirs sur le temps des personnages de Jojo. Ça fait beaucoup, on en a un peu marre, et c'est pas toujours très intéressant et très réussi visuellement. Et ensuite, je ne vois pas, comment, avec un retour en arrière de 6 secondes, tu peux réussir à piéger des gens dans une forêt, sans les regarder, pour qu'ils reviennent jusqu'à toi à chaque fois. Alors, oui, si tu spams toutes les 6 secondes, ils vont tourner plus tôt à chaque fois et se faire avoir un petit peu, mais de là à ce que ça les force à faire un carré sur eux-mêmes et que tu arrives à prévoir ça correctement, ça me paraît un peu abusé. Par contre, pour les duels, c'est très pratique. C'est un mec, qui est là en mode: «Oui, il faut que ça soit le danger au max, que je sois à la limite de mourir». Après il revient en arrière de 6 secondes, il gagne quoi, donc c'est oui et non son monde d'homme. Le personnage, ses idées autour de lui, ses dialogues, je suis pas vraiment convaincu. Je ne suis pas la cible, c'est Jero, mais quand même. Par contre, j'aime bien son flashback. Il est malade de fou, il est obligé d'être alité, il ne peut rien faire sinon il saigne de partout et est tout faible. Mais quand quelqu'un veut le faire souffrir encore plus, il est obligé de se battre pour sa survie pour la première fois et ça l'éveille à un nouveau niveau. Ça explique sa mentalité, ça marche bien et ça me fait me questionner. Est-ce qu'il y avait déjà eu des flashbacks dans JoJo? Parce que là, ça fait 3 fois que j'en parle, 3 fois que je les soulève et qu'ils sont bien. Alors que pourtant, ça me dit pas grand-chose dans les parties précédentes, donc c'est cool. Voilà et la fin du combat, ben, c'est Jero qui se motive tout seul pour, sauver son ami, pour, évoluer et qui doit apprendre à lire ces 6 secondes de retour en arrière et à se servir de ça et du caractère de son adversaire pour le faire tomber. Ça marche, il est un peu moins suiveur, crée un peu plus son monde, mais c'était pas des plus, convaincants. Par contre, j'aime beaucoup la dernière partie où on a, Lucy, la femme du promoteur de la course, qui a 14 ans. On retient cette relation qui est toujours horrible et on retient Mountain Team qui a voulu faire de la merde aussi, hein, qui espionne le président, qui veut récupérer le message de possession du prochain morceau de cadavre avant lui, qui se fait remarquer en chemin, sans qu'on sache que c'est elle, et qui doit donc fuir seule, littéralement face au président, qui a ourdi quelques plans, et face à un tueur qui est là directement en présence. Et encore une fois, il met le personnage le plus faible, le plus esseulé et le plus jeune face aux difficultés les plus immenses. Ça marche à chaque fois parce que ben c'est terrifiant pour eux. D'autant plus pour elle qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas vraiment un caractère très marqué. Je pense à Empao dans la 6, techniquement Shigeshi dans la 4, et ainsi de suite. Il adore faire souffrir les enfants comme ça. Je prends. Mais ouais. Flashback, réussi. Retour sur Lucie, réussi. Le combat pour faire évoluer Jero, moi je suis pas convaincu. Le but de le faire évoluer, ok. Comment ça va le faire évoluer, ok. Mais tout le combat, tout ce qu'il y a autour, j'ai pas vraiment aimé. Et je suis passé plutôt à côté. B. Ensuite, j'ai lu le volume 3 de l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers.
Heu, je ne sais pas s'il était vraiment meilleur que le volume 2 ou si c'est comme je l'ai dit la semaine dernière que j'étais plus concentré sur celui-ci, mais j'ai passé un bon moment. On a tout d'abord la fin de l'examen, pour nos 3 jeunes, qui prend une bonne partie du volume parce que c'est, compliqué. On retrouve, donc, Yini, le sorcier qu'on ne connaissait pas, qui est l'élève timide qui a un prof qui ne l'aime pas plus que ça, qui a été transformé en animal par, la confrérie et donc les autres jeunes essayent de le sauver en inversant le sort. Le problème, c'est que quand tu te fais tatouer comme ça, c'est, définitif, mais avec les pensées de Coco qui sont bien réfléchies pour contrer les sorts interdits, parce que ça la concerne un petit peu, et ils arrivent à inverser un petit peu les choses, mais l'histoire se conclut surtout par un immense forçage de la confrérie autour des magies interdites. Parce qu'ils voient ça comme la libération de la véritable magie et des actions, libres, et ils voient, Coco comme, leur libératrice ultime. Elle ne se laisse pas faire, mais réussit à récupérer le sort que eux ont créé pour l'exemple, et on a le droit à une belle conclusion en demi-teinte pour cet arc, avec un Yini, qui est humain, mais uniquement grâce à 2 sorts qui peuvent donc être temporaires ou supprimables, et qui est donc, une hérésie ambulante qui est obligée de fuir très loin, mais avec une vraie professeure comme alliée, qui est prête à le protéger et à l'aimer. Donc il a quand même sacrément gagné au change dans cet arc, malgré la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Et l'autre gros sujet qu'on avait à traiter était autour de Triss, qui, détestait les sorts de base, les examens avec une seule réponse possible, parce qu'elle ne pouvait pas, mettre sa personnalité. Mais elle découvre, de manière très surprenante, qu'on peut mettre sa propre personnalité et ses propres styles dans, ben, les sorts de base, qui, sont obligatoires à construire pour que les gens puissent faire les sorts qu'ils veulent. C'est un arc évident, pour une jeune, mais ça va que ça tombe assez tôt dans le manga, parce que c'est quelque chose qui me paraît plutôt logique. Par contre, elle ramène au Lugo et ça fait plaisir d'avoir un adulte stable, gentil et appréciable, qui est là en tant que mentor un peu plus stable que ce que les autres peuvent être. Dans cette partie-là, on a également, Coco qui sauve un peuple tout en or, en leur offrant, un sort, plein de bonheur et de gentillesse. Même si elle est pas 100 convaincue du résultat, eux sont heureux, mais effectivement, ça doit être un peu dur de recevoir des merci aussi, déchirants et aussi, compliqués. Et dernier élément à soulever qui m'a intéressé, dans cet arc, c'est l'apparition de plus de membres nommés et personnalisés de la milice, qui continuent à enquêter, à rechercher des indices de manière agressive, mais donc avec des caractères quand même un peu plus multiples. C'est pas non plus que rentrer dedans, que effacer direct. Ça dépend un peu de quel membre tu as face à toi. Et donc oui, bah, ils se font enquêter à la gueule parce que, bah, ils ont quand même caché un enfant plein de sang interdit qui s'est enfui avec une adulte. C'est pas forcément évident à mener. Et le reste du volume est excellent sur un examen de rattrapage réservé à nos 4 petites sorcières par un des 3 plus grands sorciers de tous les temps, qui maîtrise de la magie de dingue, qui lui leur demande de les surprendre par leur sort sur une durée de 3 jours. Et donc on découvre leurs différentes méthodes pour essayer de le surprendre avec leur petite magie classique, qu'elles ont en idée. Puis, on les voit analyser et trouver un plan mystère, toujours à l'origine de, Coco, qui a les idées les plus folles et les plus novatrices, parce qu'elle vient pas du monde de la magie, mais en même temps, c'est son point fort, sa personnalité dans ses sorts, et les 3 autres sont utilisés aussi à leur manière dans leurs points forts, pour faire un sort sacrément beau
sacrément original pour l'environnement dans lequel ils sont, et plein de bonnes idées surprenantes. C'était bien trouvé, c'est un bon examen, ça fait bien évoluer leurs relations et leur confiance en leur pouvoir, et c'était très beau surtout. Et derrière, ben, on a des sujets un peu durs à traiter. En effet, ce censé super fort, c'est le maître de Kifré, et celui-ci veut l'éloigner, de Coco, parce qu'il est sacrément dangereux et bizarre et qu'il le sait. Ça a été montré à plusieurs reprises dans ce volume encore. Il se donne très fort, quitte à se faire très mal, dès que la confrérie est dans le coin, et il agit de manière inconsidérée, en étant concentré plus sur eux et les défoncer, que sur la protection de ses élèves, et s'il est mal remarqué, et ben, il fait des erreurs de jugement. C'est un peu intéressant et j'ai un peu hâte de savoir où ça va aller. Ouais, bah, comme ça, j'ai soulevé que des points positifs, hein. Il y a rien qui justifie, un point perdu. Sans doute un peu, la longueur, un chouïa de facilité, un chouïa de redondance avec la confrérie. Mais en même temps, bah, on découvre 2 membres, on découvre des membres de la milice, on a un bon examen, on a un bon sauvetage avec une conclusion en demi-teinte. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin du 5, mais c'est un A. Bon écoute, dit comme ça, c'est con. On n'est pas loin du S, mais c'est un A. Mais comme dans mon fichier, j'écris avec des nombres pour pouvoir faire une moyenne facile. Bref, on s'en balance, c'est un A. Oups! J'ai spoilé un truc qui se passait dans ce volume-là en parlant du précédent. Mais en même temps, je suis mélangé de fou. J'ai lu un tome tous les 2 jours. Aujourd'hui, je viens d'enregistrer ce que je pense des volumes 2, 3, 4, 5, 8, et là je fais le 9. Je suis un petit peu mélangé. Et donc oui, enfin, j'ai lu le volume 9 de JoJo's Bizarre Adventure partie 7 Steel Ball Run. On continue notre petite partie sur Lucy, qui me plaît beaucoup. Elle est très seule, elle est très apeurée. Elle s'en sort plutôt pas mal en fuyant petit à petit leur bâtiment qui est littéralement contrôlé par le président, donc c'est vraiment pas évident à s'échapper sans être remarqué. C'était perdu finito pour elle, mais elle a appelé un allié de nulle part, qui est donc le retour de Mountain Team. C'est rigolo, que j'en reparle maintenant, vu que j'ai parlé des volumes 3 et 4 tout à l'heure, et c'est là où il apparaît, et qu'il n'avait pas apparu depuis. Alors, il l'aide à s'enfuir, il lui fait des avances, alors qu'elle est mariée, et surtout qu'elle a 14 ans, hein, voilà. Je vous replaignais au volume précédent, c'est que si ça se trouve, ça c'est pas le meilleur point. 14 ans, mariée, courtisée par quelqu'un d'autre, poitrine mise en avant. C'est pas forcément une réussite ça, Araki. Voilà, et celui-ci se fait, très vite, tuer par, le tueur actuellement à la poursuite de Lucy. Ce qui montre les capacités de ce tueur, parce que Mountain Team, il est quand même plutôt balèze. Il, poursuit Lucy, longtemps, récupère le morceau de cadavre avant elle, a une vision du monde qu'il pourrait atteindre avec ce cadavre, ce qui lui crée une ambition démesurée qu'il n'avait pas du tout, mais Lucy en profite pour le tuer. Plutôt, facile, mais il utilise son pouvoir pour pouvoir continuer à être en vie jusqu'à la fin de la tempête, et comme il n'a plus aucun avenir, il est à nouveau loyal à son maître et est prêt à aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il y avait un autre moyen d'éviter qu'il soit déloyal. Parce que là, c'est vraiment juste, bah, bon bah je suis mort, du coup bah je vais être loyal. Peut-être que c'est un peu naze pour raconter quelque chose sur un personnage. Ensuite, on change complètement de sujet, on a une course directe contre Dio en milieu d'étape, entre Jero et lui principalement, où le but c'est surtout de mettre en pratique ce que Jero a appris dans son duel précédent, par rapport au monde des hommes, où il cherche son propre chemin, où il est plus dans la confrontation, mais dans son propre chemin qui est déjà créé, où il ne regarde que ça, où il veut gagner à la loyale en étant lui-même. Et donc il a un beau duel, il mène, Johnny le sauve d'une attaque traître de Dio parce que Dio c'est une merde, et Jero est énervé par cette aide. Belle évolution du duo, belle évolution du personnage, ça marche bien. Et derrière, rencontre avec Lucy,
alliance à 3, confrontation contre le tueur qui la poursuit et celui-ci donc peut arrêter les gouttes d'eau de la pluie où il veut, ce qui crée quelque chose de difficile. Mais bon, bah, comme les boules de Jero, tournent, ben, il gagne. Parce que ça chauffe les gouttes de pluie, ça change leur état, donc elles sont plus solides et plus bloquées. Donc il peut taper. C'est léger, parce que c'est quand même du coup un immense tueur à la poursuite de Lucy, qui défonce Mountain Team en une seconde, qui se fait avoir par une balle quand il a une vision déloyale, qui devient loyal parce qu'il est déjà mort, et qui se fait avoir parce qu'une boule tourne sur ses gouttes. C'est pas un ennemi très réussi. Mais entre le duel contre Dio et l'évolution de Jero, et le traitement de Lucy qui est très apeuré et très seul, c'était un gros plaisir à lire. Donc c'est un A. Et voilà qui conclut notre épisode 19 de l'année 2026 de la Lumière Pop de la semaine. Celui-ci devrait être plus rapide que le précédent, qui durait 1h07, et surtout, il sera à l'heure, parce que j'ai terminé les deux le même soir. Le 18, un jour en retard, le 19, 6 jours en avance. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Si celui-ci vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnement, partage, commentaire, pouce bleu, étoile, ça soutiendra beaucoup. Merci d'avance. Quant à nous, on se retrouve dimanche 24 mai à 15h pour l'épisode suivant de la Lumière Pop de la semaine. Et entre-temps, sur Twitch, je pense, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à commerer bientôt.